Le S&P 500 vient de signer son 23e record de l'année et pourtant il y a 2 semaines à peine, le Nasdaq était officiellement dans une correction de marché après une baisse de plus de 10%. Et après que les entreprises américaines aient signé l'un de leurs meilleurs trimestres de toute leur histoire, Warren Buffett a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 14 trimestres. Aujourd'hui, je vais vous partager les dernières actualités de marché, les interpréter avec vous et vous partager quelques opportunités que j'ai sélectionnées, en particulier cette semaine. Petite parenthèse avant de continuer, on va parler aujourd'hui d'entreprises américaine et ça tombe bien parce que ce sont exactement le genre d'actions qu'on ne peut pas acheter dans un PEA. Le PEA, c'est un très bon outil pour acheter des ETF et certaines actions en optimisant sa fiscalité, mais le compte titre, lui, permet d'accéder aux actions les plus performantes. Et XTB combine les deux. Il propose un PEA à 0% de frais jusqu'à 100 000 € de transactions par mois, avec plus de 1600 actions européennes qui sont éligibles, mais surtout, ils ont un compte titre qui vous donne accès à plus de 7400 actions et 2100 ETF, ce qui veut dire que toutes les entreprises américaines dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez les acheter directement chez XTB. XTB, c'est le broker que j'utilise depuis plus de 3 ans maintenant, tout simplement parce que je peux avoir au même endroit mon PEA, mon compte titre et également hedger mon portefeuille grâce à leur contrat dérivé sur énormément d'actions et d'ETF. C'est le broker le plus complet et surtout celui qui propose le plus grand nombre d'actifs avec les frais les plus bas possibles. Donc je vous le recommande à 100% pour tous ceux d'entre vous qui veulent avoir leur PEA et leur compte titre au même endroit. XTB, c'est la meilleure solution. Vous avez le lien directement dans la description si vous voulez ouvrir un compte. Vous pouvez utiliser le code HUGO, UGO, attention, sans H. Ça vous donne accès à 1 mois offert dans l'écosystème Deep Invest. Vous avez juste à ouvrir votre compte et à m'envoyer un message sur Instagram avec la preuve comme quoi vous avez ouvert votre compte. Alors profitez-en, vous allez avoir accès à tout mon portefeuille, toutes mes analyses et c'est complètement gratuit. XTB, c'est le broker que je recommande à 200%. Le lien est dans la description si vous voulez en profiter et nous, on recommence tout de suite avec la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Hugo, je suis conseiller en investissement financier certifié par l'AMF et gérant de portefeuille et je vous partage toutes mes analyses en toute transparence ici sur YouTube. Alors likez la vidéo si vous la trouvez utile, abonnez-vous et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par l'événement qui a marqué cette semaine et pourtant dont peu de gens parlent. Les entreprises du S&P 500 viennent de publier les meilleures saisons de résultats de toute leur histoire. 86% des entreprises ont battu leurs attentes de bénéfices, c'est au-dessus de la moyenne historique de 78% et 67% d'entre elles ont battu les attentes de revenus. Et la surprise de bénéfices agrégés atteint 29%, ce qui en fait la plus forte jamais enregistrée depuis que ces statistiques existent. Même en excluant les 2 plus gros contributeurs à cette surprise, la croissance des bénéfices du secteur technologique reste à plus de 70% sur 1 an, portée notamment par les semi-conducteurs qui sont en hausse de plus de 135% sur l'année. Donc voilà le premier morceau du puzzle. Les entreprises américaines gagnent plus d'argent que jamais et ça de loin, beaucoup plus que ce que les analystes attendaient. Et c'est là que la deuxième pièce du puzzle arrive, parce que pendant que ces résultats tombaient, le fonds d'investissement le plus suivi du monde, celui de l'Oracle de Omaha, a bougé et c'était pas arrivé depuis plus de 3 ans. Depuis 14 trimestres consécutifs, Berkshire Hathaway vendait plus d'actions qu'il n'en achetait. C'est tout simplement la plus longue série de ventes nettes de toute son histoire. Warren Buffett accumulait du cash, il refusait d'acheter et quand on lui demandait en interview ce qu'il attend pour investir, il répond calmement qu'il attend les bonnes opportunités. Au deuxième trimestre de 2026, cette série s'est arrêtée. Berkshire Hathaway a acheté 23,5 milliards de dollars d'actions contre seulement 3,7 milliards de dollars de ventes. La pile de cash de l'entreprise est passée de 397 à 365 milliards de dollars, soit sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2022 et tout ça sous la direction de Greg Abel, celui qui a pris le flambeau de Warren Buffett. Alors certains disent que Greg Abel a cédé à la pression, que son cash lui brûle les mains et qu'il n'a pas la patience d'attendre en voyant les marchés monter sans lui. Sauf que rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 3 semaines dans une de mes vidéos. C'est bien Warren Buffett qui a initié la position sur Google fin 2025 et il disait d'ailleurs dans une interview qu'il regrettait de ne pas en avoir acheté plus. Et comme par hasard, on apprend cette semaine que Berkshire Hathaway a augmenté sa position de 10 milliards de dollars dans Google au deuxième trimestre. Alors quand l'investisseur le plus prudent de l'histoire redevient acheteur après 4 ans de prudence, pile au moment où les entreprises publient leurs meilleurs résultats depuis 2008, je trouve que ça nous donne pas mal d'infos sur la suite. Alors si tout va si bien, pourquoi est-ce que le Nasdaq a baissé de 10% il y a à peine 2 semaines? La réponse tient en 4 lettres, CXMT. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais petit rappel pour les retardataires d'entre
d'entre vous. Le jour de son introduction, eh bien l'action a bondi de plus de 466% en une seule journée. Cette entreprise est devenue la société cotée la plus valorisée de toute la Chine, dépassant la plus grande banque du pays. C'est exactement cette euphorie qui a déclenché la correction sur tout le secteur des semi-conducteurs et de la mémoire. L'ETF DRAM qui suit justement ce secteur a chuté de plus de 31% rien qu'en juillet. SanDisk a perdu plus de 46% sur le même mois et c'est cette panique sur les semi-conducteurs qui a fait plonger le Nasdaq dans sa correction. Alors que le S&P 500, lui, il était beaucoup moins exposé à ce secteur, et bien il continuait à grimper tranquillement. Le Nasdaq n'a pas chuté parce que l'économie va mal, il a chuté parce qu'une seule IPO chinoise a fait paniquer tout un secteur qui était surpondéré dans l'indice. Alors certains vont vous dire que cette histoire avec CXMT, c'est juste un excès de spéculation isolé. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine qui prouve que le problème derrière tout ça, c'est-à-dire la pénurie de mémoire, elle est bien réelle. Apple teste actuellement des puces mémoire fabriquées par CXMT pour ses futurs iPhones et MacBook. Oui, vous avez bien entendu, Apple, l'entreprise la plus intransigeante du monde sur la qualité de ses composants, eh bien elle est en discussion avec le fabricant chinois dont on vient de parler. Alors les discussions sont encore préliminaires, centrées pour l'instant sur les appareils vendus en Chine uniquement, et Apple cherche même l'accord de la Maison Blanche pour aller plus loin. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi Apple cherche un nouveau fournisseur, surtout chinois, avec tous les problèmes que ça représente. Eh bien parce que le monde traverse une pénurie mondiale de mémoire liée à la demande explosive de l'intelligence artificielle. Les prix des puces DRAM ont bondi de plus de 55% depuis le début de l'année. Tim Cook lui-même a qualifié cette situation d'inondation du siècle et a déjà dû augmenter les prix de certains produits Apple, ce qui va d'ailleurs faire baisser les marges de Apple au deuxième semestre parce que l'entreprise ne veut pas répercuter le coût sur ses clients. Donc voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. L'IPO de CXMT, c'était de l'euphorie, une valorisation qui était complètement déconnectée de la réalité de l'entreprise, mais la pénurie de mémoire qui a permis cette euphorie, elle, n'a rien d'imaginaire. Et c'est précisément ce genre de nuances qu'on essaie de vous apporter dans l'écosystème Deep Invest, comprendre ce qui est de la spéculation et ce qui est un vrai mouvement de fond. Alors si vous voulez qu'on regarde ensemble comment votre portefeuille est positionné face à ce genre de mouvement de marché, je propose des appels complètement gratuits de 30 minutes avec un conseiller en investissement qui n'est d'autre que moi. Alors si vous voulez en parler, le lien est juste en dessous de la vidéo, ça vous permettra de restructurer votre portefeuille et c'est sans aucune obligation, c'est que du profit pour vous, que de la valeur. Alors profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui, pour moi, résume tout ce qu'on vient de dire et qui prouve encore une fois l'utilité de l'analyse technique. Regardez ces 4 graphiques. Le premier, le SOX, donc l'ETF qui suit l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, eh bien, pendant la correction, le prix est venu toucher très précisément sa moyenne mobile 20 semaines à 500 $. Et, comme par hasard, eh bien, le prix a exactement rebondi dessus au dollar près. Le deuxième graphique, c'est Nvidia et c'est aussi exactement le même schéma. Un repli jusqu'à sa moyenne mobile 20 semaines à 202 $, suivi d'un rebond immédiat du prix. Maintenant, le troisième graphique sur Broadcom, pareil, le prix est revenu chercher sa moyenne mobile 20 hebdo, puis on voit un rebond net du prix vers de nouveaux ATH. Et même l'ETF Emerging Markets, qui est composé à plus de 40% de valeurs semi-conducteurs aujourd'hui, à cause du poids de Taïwan et de la Corée du Sud dans l'indice, eh bien il a fait exactement le même mouvement. Un repli jusqu'à sa moyenne mobile 20 hebdo, suivi d'un gros rebond. 4 actifs différents, un ETF sectoriel, 2 actions individuelles et un ETF géographique, et pourtant les 4 trouvent leur support exactement au même endroit et au même moment. C'est exactement pour ça que je m'appuie autant sur l'analyse technique, en complément bien sûr de l'analyse fondamentale. Elle permet d'identifier des zones d'achat précises, donc d'acheter à l'aveugle parce qu'une action semble pas chère. D'ailleurs, sur cette histoire de Emerging Markets, un point très important, c'est justement parce que cet ETF est aussi concentré sur les semi-conducteurs que je recommande de plus en plus à mes clients de regarder du côté des ETF Europe pour la partie internationale de leur portefeuille, plutôt que de foncer tête baissée sur l'Emerging Markets. C'est pas qu'il faut l'éviter, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on achète réellement derrière. Et en l'occurrence, l'ETF Emerging Markets commence à être de plus en plus composé des entreprises liées à l'IA. Passons maintenant à 2 entreprises qui viennent tout juste de publier d'excellents résultats et qui restent, selon moi, sous-valorisées par le marché. ServiceNow, d'abord. Le chiffre d'affaires des abonnements a progressé de plus de 23% au deuxième trimestre de 2026, ce qui montre une légère réaccélération de la croissance. La marge opérationnelle a dépassé la guidance, donc les prévisions du management, de 3 points, et le revenu lié à l'intelligence artificielle a dépassé les 1 milliard de dollars avec un objectif de 1,5 milliard de dollars d'ici la fin de l'année. Le taux de renouvellement client reste autour des 98%, ce qui est excellent et montre encore une fois que ServiceNow ne perd que très peu de clients. Et malgré ça, eh bien, l'action reste très en dessous de son objectif de cours moyen d'après les analystes, autour de 145 $ par action. Ensuite, parlons rapidement de Uber. Le free cash flow de Uber
sur les 12 derniers mois a dépassé les 10 milliards de dollars pour la toute première fois de l'histoire de l'entreprise, ce qui montre que Uber génère de plus en plus de cash. Les réservations brutes ont progressé de plus de 22% au-dessus du haut de la fourchette de guidance et pourtant l'action reste en baisse de plus de 20% sur un an à cause d'une guidance jugée trop prudente sur le prochain trimestre et des investissements dans les véhicules autonomes qui font peur aux investisseurs. Le PER actuel tourne autour de 19 fois les bénéfices contre une moyenne de 34 fois sur les 5 dernières années. Donc Uber est bien en dessous du niveau de valorisation auquel l'action s'est échangée depuis 5 ans. Ces deux entreprises ont annoncé d'excellents résultats et pourtant elles restent boudées par le marché pendant que d'autres boîtes très spéculatives s'envolent. Ces deux entreprises, elles sont l'exemple parfait d'entreprises de qualité qui sont sous-valorisées par le marché aujourd'hui. Elles offrent donc un potentiel de rendement qui est très intéressant avec un risque qui est modéré. Alors je vous précise que c'est pas un conseil en investissement et que vous devez bien sûr faire vos propres recherches avant d'investir. Alors voilà où on en est cette semaine. Les résultats des entreprises américaines ont été exceptionnels et Warren Buffett est redevenu acheteur après plus de 3 ans de prudence, ce qui nous donne une très belle indication sur l'avenir du marché à moyen et long terme. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment votre portefeuille est positionné face à tout ça et comment vous pouvez appliquer cette même méthode chez vous, je propose des appels qui sont complètement gratuits de 30 minutes. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors profitez-en, ça ne vous engage à rien et ça ne peut que vous aider à booster vos rendements en bourse. Dites-moi en commentaire si vous étiez déjà positionné sur ServiceNow, Uber ou même l'un des ETF dont on a parlé aujourd'hui. Et si vous voulez comprendre comment mon portefeuille surperforme le marché depuis le début de l'année, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était Hugo. Ciao.